Bonjour les amis, nous allons donc un petit peu étudier les différents actifs qu'on a en portefeuille ou qu'on pourrait mettre en portefeuille. Et la question aujourd'hui, c'est un petit peu dans la bouche de tout le monde, c'est un petit peu un changement de paradigme, ou pas d'ailleurs. Et que faire maintenant avec ces baisses qu'il y a eu très fortes dans les crypto-monnaies, avec la crise du Covid, l'immobilier, qu'est-ce qu'on fait donc crypto, immobilier, les actions, ouais. Alors, moi personnellement, je vois pas par rapport à ma conduite depuis le début de l'année, je vois pas ce qui va me faire changer de paradigme, hein. On est dans une situation où les marchés bougent, c'est normal. Alors effectivement, quand on a des actifs comme les cryptos qui ont monté de 800%, il faut savoir mettre des stops, hein, les amis, hein. Regardez un petit peu mes vidéos sur le money management, on met des stops, ou alors on investit sur du long terme, mais avec, encore une fois, sur les cryptos, un, une allocation d'actifs relativement faible par rapport à l'ensemble de son portefeuille. On ne peut pas mettre 80% de son portefeuille en crypto sous couvert de se dire ouais, je vais faire 1000%. Bon, bah, bonne chance, hein. Si c'est ça que vous souhaitez faire, faites-le. Mais moi, personnellement, c'est ce que je vous encourage à ne pas faire depuis que je vous fais des vidéos. C'est d'avoir de bonnes allocations d'actifs, d'avoir votre bon camembert là bien mûr avec des actifs ici ou là, savoir prendre des bénéfices, savoir protéger ses gains, tout ça, ça reste toujours d'actualité, donc il est hors de question pour moi de changer de paradigme. On privilégie plus le long terme que le moyen et le court terme. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on va regarder un petit peu le graphique du CAC 40. On va commencer par ça. Le CAC 40. Donc, si on se met en 5 minutes, là, moi, ce matin, on a eu le Directional Index Mouvement, comme vous le savez, c'est mon indice fétiche, mais c'est pas tout. Alors, on va regarder d'abord peut-être justement ça. On voit qu'aujourd'hui, là, le CAC 40, il prend plus 0,63, plus 0,65%, donc c'est pas non plus Byzance, hein, faut relativiser. Maintenant, quand on regarde graphiquement, on regarde que le Directional Index Mouvement, il a croisé ce matin, qu'il avait croisé, il y a eu un signal de vente là où, effectivement, sur le court terme, hein, je m'étais fait un petit peu déchirer le cul parce qu'effectivement, il y a eu un gros gap et que j'étais resté en pause. Donc, effectivement, j'ai été stoppé bien plus bas parce que mes stops étaient plus bas. Puis le marché s'est repris. Bon, il faut être cohérent avec soi-même. Et donc, il fallait attendre, hein, tout simplement un nouveau signal pour racheter, parce que quand on se fait stopper ici, c'est pas grave en soi, on a perdu un peu d'argent, mais bon, on a gagné, il y a eu beaucoup de bons signaux, hein. Ce mois-ci, on a quand même gagné pas mal. Voilà, notamment ici, moi j'étais sorti sur du court terme, hein, prenant tous mes gains, j'étais flat le soir, le matin on ouvre là, forcément tous les signaux sont vendeurs, je me mets à shorter à l'ouverture, c'est cool, on gagne du fric, c'est cool, mais gagner de l'argent, c'est une chose, la conserver, c'en est une autre. Là, même cas de figure, j'étais en pause, ce que j'avais gagné là, je l'ai perdu là, hein, parce que c'est comme ça, hein, il faut accepter les pertes. Par contre, il faut savoir couper. Si le marché avait continué à dégueuler, si j'avais pas coupé, voilà, ça aurait été dramatique. Donc, ce qu'il faut, c'est préserver ses gains et limiter ses pertes au maximum et essayer de, de postuler à des gains beaucoup plus grands que les pertes que vous êtes censé pouvoir engranger. Donc là, tant pis, une coupure d'urgence. Ici, une belle bougie hier. Personnellement, j'ai pas acheté hier. J'aurais pu acheter parce que effectivement, si on regarde dans les faits, hein, on voit qu'on était, si on met le Bollinger, hein, on était sorti du Bollinger ici une fois, deux fois, et on voit qu'ils se sont brûlés, hein, qu'ils repartent. Mais ça, c'est un indicateur sympa à avoir en mémoire. Cette journée-là, j'ai
pas voulu rentrer dans le marché parce que ça me faisait peur, parce que le marché aurait pu se retourner. Et donc, moi, j'aime pas trader la peur au ventre, donc je préfère avoir tout simplement un, un indicateur qui me permet de rentrer dans le marché. Mon indicateur fétiche, c'est celui-là, hein, celui qui me réussit le plus, mais je le couple aussi avec, donc là vous voyez il était acheteur hein, ce matin, mais si on regarde dans les faits, on avait la moyenne de 12 que je vous parle, hein, de 12 à l'ouverture, hein, bien sûr, qui était acheteur ce matin. Bon, moi je me pose pas de questions, j'étais déjà acheteur dans mon fort intérieur hier, donc aujourd'hui, malgré qu'on soit vendredi, voilà, je prends position et puis c'est très bien quoi. Voilà comment il faut faire en court terme. Par contre, ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que comme on est vendredi, il est possible que si j'ai là j'ai 6 contrats en pause, hein, si j'ai 10 points avec chaque contrat, bon, il est possible que je prenne mon pognon puis que je me tire et puis on verra lundi. Hein. Même si lundi on gapait, qu'on allait ouvrir avec une forte hausse ou quoi, ça ne m'empêchera pas de rentrer dans le marché. Il faut savoir aussi, ben voilà, on a des coronesses ou pas, hein, il faut savoir rentrer dans le marché, même quand tout le monde n'ose pas. C'est justement ceux qui osent qui tirent les marrons du feu au final. Hein. Alors, pour le CAC 40, moi, comme vous le voyez, j'ai toujours cette impression haussière de toute façon sur le moyen long terme, bien qu'il peut y avoir des corrections, mais sur le court terme, voilà, je repasse acheteur. Donc moi je conserve toutes mes valeurs long terme. On va voir le portefeuille, un autre portefeuille titre tout à l'heure avec les allocations d'actifs et tout, hein, on va voir ça. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer quelque chose sur sur le Monthly. Voilà, moi j'aime bien le Monthly, notamment pour voir certaines choses. Quand on regarde le Monthly, là comme ça, je vais un petit peu le rétrécir. Voilà. Quand on regarde le Monthly, moi, il y a une chose que j'observe. Alors, tout le monde ne va pas voir les mêmes choses que moi, c'est certain. Et c'est bien d'ailleurs, hein, parce que si tout le monde voyait la même chose, au final, on risquerait de plus avoir de marché. Hein. S'il y a que des acheteurs ou que des vendeurs, ça n'irait pas. Donc, regardez ça. Sur du Monthly, hein, on a ici un mouvement baissier, un mouvement haussier, j'irais même jusqu'à dire très très haussier. Enfin, d'abord très baissier, ensuite très haussier, ensuite retrait baissier. Ensuite, on va un petit peu oublier vu que c'est quelque chose qui est beaucoup plus horizontal, mais on va oublier des petits mouvements. Mais quand on regarde dans les faits, ici, on a encore un mouvement très haussier, malgré le problème qu'on voit là ici, malgré le Covid. On reste sur quelque chose qui nous forme un magnifique W. Alors, je ne sais pas si beaucoup l'ont vu, mais si vous regardez ici le plus haut, eh bien le plus haut, je suis assez positif pour la suite parce qu'on est à 6944,77 en gros. Et donc, globalement, moi je pense qu'on va aller au moins à 6944 ou 6900 en gros, hein, sur cette zone-là. Je pense qu'on va y aller au moins. Peut-être même cette année. Maintenant, dans le timing, hein, moi je suis pas, voilà, hein, je regarde pas dans la boule de cristal, je sais pas quand, mais en tout cas, je pense que c'est l'objectif. C'est un objectif qui commence à mûrir dans beaucoup de têtes, à mon avis. Hein. Je discute ici ou là, j'entends que cet objectif fait partie de l'objectif. Hein. De toute façon, graphiquement, hein, tous ceux qui font de l'analyse graphique hein, l'ont vu ce point. Maintenant, vu qu'on a cassé celui-là, évidemment, hein, le prochain, maintenant, c'est celui-là.
Alors, le souci, c'est effectivement de savoir quand, etc. Bon, moi, personnellement, comme je sais pas quand, je garde mes pauses, tout simplement. Je les consolide. Là, on a eu une foison de dividendes qui sont tombés. On va regarder le portefeuille tout à l'heure, mais c'est très sympa. Quand on a plein de pognon qui tombe, bah, on réinvestit, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais depuis des années, et puis bah, ça me réussit. Donc, personnellement, c'est pourquoi ça m'a motivé à vous faire des vidéos pour peut-être espérer que vous puissiez faire la même chose que moi, surtout si vous êtes jeune, et puis capitaliser un petit peu d'argent, et puis un peu plus, puis un peu plus, puis finir à avoir un portefeuille étoffé, et pourquoi pas arrêter de travailler, tout du moins, moi, c'est mon objectif, hein, c'est d'aller finir ma vie au soleil, voilà, et puis dans des pays beaucoup plus agréables que la France, puisque plus ça va, plus on regarde dans les faits ce qui se passe dans notre pays, il y a de quoi se poser des questions. Donc, voilà pour l'analyse du CAC 40. Si on fait un parallèle sur l'objectif du W, hein, si on se pose des questions à se dire, tiens, mais où vont aller les cours? Tout simplement, je vais vous tracer un petit peu, je ne vais même pas vous le tracer, on voit qu'ici on a on a environ un peu plus de deux carreaux, hein. Donc par rapport à ici, on va mettre deux carreaux, on devrait aller sur les 10-11 000. Donc 10-11 000, je ne vous dis pas que ça va le faire à la fin de l'année, hein. Je ne vous dis pas non plus que ça va le faire l'année prochaine, mais sur les 3, 4 ans qui viennent, je pense que c'est l'objectif. Alors après, l'avenir me le dira, hein. Moi, tout ce que je poste, hein, est factuel, hein. Les objectifs que je vous avais donnés sur les bitcoins se sont tous réalisés. Ensuite, je vous avais conseillé de préserver vos gains, de mettre des stops. Aujourd'hui, on fera une analyse du bitcoin et des crypto-monnaies, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut par contre changer d'optique d'investissement et d'allocation d'actifs parce que effectivement les choses changent, mais en analyse graphique et en perspective d'investissement. Voilà, moi en tout cas sur le CAC, je reste avec, on pourrait appeler ça des biais, hein, mais avec mes biais haussiers qui sont pas seulement graphique, analyse graphique pure, dure, mais aussi sur la reprise de l'économie mondiale, pas seulement française, parce que nous, la France aura une reprise différée, un petit peu en retard. On a beaucoup de retard même par rapport à l'Asie, par rapport aux États-Unis. Donc, je serai plus investisseur sur les marchés US ainsi que sur la zone asiatique, notamment sur les semi-conducteurs. Voilà, donc voilà, c'est mon analyse. Vous la partagez, vous la partagez pas, mais c'est toujours sympa d'échanger, de, de pouvoir donner son avis. N'hésitez pas à me donner des avis contraires, hein. Je serais heureux de les analyser. Si ça se trouve, je me plante complètement, mais en tout cas, voici mon analyse. Maintenant, on va regarder un petit peu les valeurs. Il n'y a rien de mieux que de regarder un petit peu notre camembert pour un petit peu analyser comment ont été bougées les allocations d'actifs sur notre portefeuille type. Alors, globalement, on n'a pas bougé grand-chose. On a allégé pas mal sur Total, parce qu'on était beaucoup exposé sur Total. On reste exposé sur le pétrole, mais plutôt dans le midstream. Alors le midstream, c'est ce qu'on appelle le milieu de la chaîne donc c'est la chaîne de distribution. On n'est pas dans l'extraction, on n'est pas dans la revente à la pompe, hein. On est dans le transport des matières euh, pétrolières, voire un petit peu le raffinage, etc. Mais donc, on a un petit peu refait une allocation d'actifs toujours sur le pétrole avec les ventes qui se sont faites sur Total. Et on a arbitré pour acheter du Philips 66, du Shell. On avait acheté aussi du BP Midstream Partner, mais qu'on a revendu parce qu'on avait fait un bon bénéfice en très très peu de temps. Mais donc on reste toujours exposé sur les valeurs pétrolières. On a un petit peu diminué notre exposition sur Air Liquide et on a conservé Coca-Cola, LDC.
Et par contre, on a pas mal augmenté sur Taiwan Semiconductor, notre exposition, Realty Income aussi. On a un petit peu vendu quelques AXA, mais pas grand-chose. On a augmenté notre position et voire on a créé une ligne Orange et Bouygues. Et dans le divers, on a aussi acheté pas mal de sociétés, on va le voir, qui n'étaient pas en portefeuille. Donc on a un petit peu augmenté notre diversification et nos gains nous ont permis depuis un certain temps d'augmenter un petit peu notre exposition sur les valeurs internationales par rapport à l'immobilier. On avait un peu plus d'immobilier, voire à peu près 50% d'immobilier. Là aujourd'hui, on est, grâce aux dividendes qui tombent, etc., à un peu moins d'exposition sur l'immobilier. Et l'immobilier, moi, c'est quelque chose que, bon, l'immobilier que j'ai en portefeuille est complètement désendetté puisqu'on a complètement payé nos crédits. Donc personnellement, justement, je commence à entrevoir des stratégies de vente de certains actifs immobiliers, quitte à ce que ce soit moi qui les rachète derrière avec une de mes SCI et puis quelques copains, de façon à conserver ces produits qui sont d'excellents produits, mais en les gardant par le biais d'un endettement, parce que l'immobilier, je vous le répéterai jamais assez, ce n'est valable que si vous vous endettez avec l'effet levier qu'est le crédit. Effectivement, l'immobilier, c'est bien. Sans levier crédit, l'immobilier, c'est pas bien. Voilà, c'est ma vision de la chose. Et par contre, de l'immobilier dans un pays comme la France, ça pose aussi des problèmes on va dire, d'ordre sociologique, économique, etc. Faire de l'immobilier sur la France, ça comporte de plus en plus de risques. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit comment la justice rend des jugements, alors pas seulement sur des gens qui tuent des gens, hein, mais aussi sur des gens qui squattent des appartements, sur des gens qui vous détruisent votre appartement, mais qui en toute impunité, qui vous rendent même pas les clés, mais où vous avez de réels soucis de gestion si jamais ça se passe mal dans l'immobilier. Donc l'immobilier, ce n'est intéressant que si vous avez de l'endettement et que si vous savez gérer votre immobilier, et c'est-à-dire prendre de bons locataires, d'avoir de bonnes garanties, etc. Sans quoi, l'immobilier, moi je vous le dis, c'est certainement beaucoup plus euh, euh, difficile à gérer que des actions. Parce que pour vendre de l'immobilier, il faut du temps, faire des travaux, il faut savoir, choisir ses locataires aussi. Et puis donc la dangerosité dans ce secteur, dans le secteur de l'immobilier, est bien plus importante que dans l'immobilier que dans les actions, pardon. Si effectivement, si vous achetez du Total ou de l'air liquide, voire du Coca-Cola ou autre chose, le risque, il est quasiment zéro, il est même zéro, puisque que voulez-vous qu'il arrive grosso modo, ce sont des boîtes qui sont là pour gagner de l'argent, et beaucoup d'argent, qui ont des gestionnaires, des présidents qui sont bardés d'avocats, bardés de gens pour les conseiller, il y a du personnel, en voulez-vous, en voilà. Alors que vous, avec votre petit studio, votre appartement, vous allez acheter là et que vous allez rénover, et que vous allez louer, vous avez beaucoup plus de chances de vous planter et de vous faire enfiler par le premier venu que voilà d'acheter des actions qui, par exemple, comme Realty Income, j'en ai pas parlé tout à l'heure, Realty Income, c'est aussi de l'immobilier, mais aux États-Unis. Alors, ce sera forcément beaucoup mieux géré que votre immobilier à vous. Par contre, vous n'allez pas pouvoir vous endetter. Donc, si vous voulez faire de l'immobilier, bon, voilà, je le rappelle, c'est avec de l'endettement. Maintenant, comme vous le voyez, je suis en train de diminuer mon camembert et sur une phase au niveau de l'immobilier euh, qui va tendre à diminuer parce que tel est mon, mon envie, d'une part, vu mon âge, puisque il y a aussi un âge où on commence à se délester de son immobilier, et puis par rapport au facteur risque, par rapport aussi à la dette Covid,
par rapport au taux d'intérêt qui pourrait bientôt augmenter. Donc si vous souhaitez faire de l'immobilier, c'est d'ailleurs maintenant qu'il faut le faire, mais il faut surtout le faire à taux fixe, hein. N'allez pas non plus emprunter à taux variable, parce qu'à taux variable, j'en ai connu qui se sont brûlés les ailes. Voilà ce que je vais dire sur l'immobilier. Alors maintenant, sur les cryptos, on va garder le même camembert. Vous voyez que sur les cryptos, la partie crypto est infime par rapport à l'ensemble du portefeuille. Alors vous voyez, malgré les hausses et les baisses qu'il y a eu, hein, notre résultat par rapport au 1er janvier 2021, on est à 11,57%, c'est honorable, hein. C'est souvent 10-11%, c'est souvent ce que fait un bon gestionnaire sur une année, hein. Donc voilà, donc on garde nos pauses, on arbitre ici ou là, et on tend à essayer de maintenir, à garder au moins ces 9, 10, 11% dans l'état actuel des choses, en espérant essayer d'afficher à peu près les 20%. Moi, j'ai toujours un objectif de 20%. Dès le début de l'année, mes objectifs, c'est 20%. Je les atteins ou je les atteins pas, mais ça reste mon objectif. Alors effectivement, c'est pas toujours facile, mais si vous gesticulez comme un zébulon à acheter et vendre sans arrêt, forcément ça va entamer quelque peu vos résultats, parce que chaque fois que vous rentrez et que vous sortez, vous avez des frais, vous avez des frais, surtout en France, là, et en plus il y a non seulement des frais de courtage, mais vous avez aussi des taxes sur les transactions financières, etc. Puis surtout, à un moment donné, à force d'acheter et de vendre, beaucoup ne savent plus où ils sont, quoi. Et il y a un sens. Il y a un sens. Et le sens, il est toujours plutôt orienté à la hausse sur le long terme, hein. C'est plutôt quelque chose qui nous amène toujours plus haut. Donc, quand les marchés sont baissiers, qu'il y a des signaux baissiers, on allège, certes. On protège des gains avec des stops si on est sur du court moyen terme. Tout ce qui est long terme, par contre, on conserve. Et voir avec ce qu'on a allégé, dès qu'il y a des cours raisonnables qui nous permettent de conforter un peu plus ces positions euh, long terme, voire diversifier un peu plus son portefeuille sur des valeurs qu'on va mettre progressivement sur le long terme, ça a du sens. En tout cas, c'est ce que je fais. Et je suis pas là pour vous dire de faire la même chose que moi. Je suis surtout là pour vous donner en exemple ce que je fais pour que vous puissiez surtout faire du money management, surtout regarder plusieurs fois s'il le faut mes vidéos sur le money management. J'en ai fait 2. C'est très important de faire du money management. Il y a d'autres gens qui en font. Écoutez les vidéos des autres aussi. Ce qui est important, c'est de faire du money management. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan de route, un plan sur lequel vous allez vous dire, je vais faire du long terme, du moyen terme, du court terme, et par rapport à ça, je vais me constituer un portefeuille avec des valeurs qui vont me procurer du rendement ou de la croissance, parce qu'il y a des gens qui préfèrent la croissance au rendement, mais peu importe, il vous faut une stratégie. Donc moi, je vous dévoile la mienne chaque semaine, hein, chaque fois que je change certaines choses. Souvent, il y a des gens qui me posent la question aussi, oui, mais faudrait me dire exactement quand tu fais ça pour que je puisse faire au même prix que toi, quoi. Ben non, tu peux pas me demander de faire une vidéo à chaque minute qui passe de la journée. Et pour moi, c'est pas possible, hein. Je veux bien être gentil, mais c'est pas possible. Par contre, je vous le dis, quand le marché est acheteur sur le CAC 40, je vous donne, et je vous ai donné comment calculer les points, comment moi je vois le marché et comment je décide que le marché est plutôt acheteur ou vendeur. Et je dis bien plutôt acheteur ou vendeur, parce que bien malin est celui qui peut voilà, imaginer ce que le futur nous réserve. Donc, globalement, notre portefeuille, là, si on regarde dans les faits, on voit que Total est à 44% du total de nos actifs sur Total. On a Coca-Cola qui est aujourd'hui
à Coca-Cola est aussi est à 10%, AXA à 6%, Shell Midstream à pratiquement 6% et Taiwan Semiconductor à 6,64%. Ça, c'est vraiment les lignes sur lesquelles je crois. C'est vraiment toute cette partie, hein, je vais vous le tracer en jaune, hein, toute cette partie, c'est voilà, c'est vraiment les valeurs que je crois. Et vraiment, c'est vraiment des actifs que je ne vais pas me séparer comme ça. On va les garder sur du long terme. Et sur du long terme, ça va nous faire gagner de l'argent. Ensuite, après, si vous regardez en deuxième partie de liste, on a toute cette partie-là, avec jusqu'à Air Liquide, là, ici, qui permet une diversification plus importante. Et alors, vous voyez, on a de l'Orange, Realty Income, Bouygues, Philips 66, Kimberly-Clark Corporation. On a un petit peu de crypto. Je les conserve. Vous voyez, on était à 1% du portefeuille en crypto. On est à 0,86%. Ce qui fait que, en gros, on a perdu peut-être, on était un peu plus d'1%. Par rapport au plus haut, on a perdu 0,50%. C'est pas très grave, on est sur du long terme sur les cryptos et justement si les cryptos baissent, eh ben on va étudier ça et puis on essaiera de trouver des signaux d'achat pour se repositionner sur des cryptos. Et puis par contre, moi j'ai pris un petit peu le train en retard sur les cryptos, donc si vraiment ça devenait très baissier puis qu'on trouvait des prix beaucoup plus bas, j'en profiterai pour, au lieu d'avoir 1% de crypto, peut-être porter mon portefeuille à 3% de crypto, mais pas plus, parce que c'est pas raisonnable d'avoir un portefeuille trop important en crypto. Alors maintenant, on a de nouvelles valeurs qui sont mises en portefeuille, et notamment on a eu du Kaufman, on a encore une fois fait une petite ligne Tesla, on a de l'Oasis, on a vraiment une petite ligne L'Oréal, du Michelin. Alors vous voyez, on revient sur des valeurs traditionnelles, du Coface. Alors Coface, ça verse un gros dividende, c'est sympa aussi. Et puis, on a un petit peu de SEB aussi qui se sont additionnés à tout ça. Puis on s'est refait une petite ligne Pfizer parce que effectivement, je la juge pas chère. Et puis voilà, c'est un premier pavé, c'est juste pour pouvoir afficher déjà une ligne. Et puis on va peut-être progressivement, suivant les possibilités, continuer d'acheter du Pfizer. Mais voilà, vous voyez que notre portefeuille s'est beaucoup plus diversifié ces derniers temps et que notre résultat n'a pas trop bougé. Par contre, le fait d'avoir arbitré nous permet d'entrevoir voilà, une fin d'année bien plus importante que le résultat qu'on voit là, ici, sous vos yeux. Alors, on va revenir sur le CAC 40, hein, vite fait, comme ça. Ce matin, vous voyez, j'ai acheté par ici, hein, sur un signal d'achat, hein, sur le 5 minutes, hein, puisque là, on est sur le 5 minutes. 5 minutes avec donc un bref faux signal de vente, puis signal d'achat derrière. Moi, j'aime bien un petit peu ce genre de configuration parce qu'en général, ça redonne bien. Voilà, j'ai donc eu une belle hausse. J'ai pas pris, hein, j'ai même pas pris de bénéfice. Il y a eu un signal de vente, je l'ai pas fait puisque mon indicateur long terme est vendeur. Je j'ai pas trop cru à ce. J'aurais pu le faire et puis me remettre là, mais bon, j'étais un petit peu dans le coltard ce matin, donc j'ai pas fait. Et puis là, j'ai commencé à me poser des questions sur voilà, est-ce que je vais pas mettre des stops ou quoi. Et puis le marché est parti, donc voilà, ça m'a rassuré. Et puis le marché a commencé à courber un petit peu la tête. Donc, puisque j'ai acheté ici, j'ai mis des stops. Voilà, ici, il y a juste un peu avant d'ouvrir ma vidéo, hein, je les avais mis un petit peu en dessous, je les ai remontés. Et là, ils sont remontés juste en dessous du rebond.
Et donc voilà, si le marché redescendait là, bah, effectivement, je serais stoppé, mais au moins je préserve mes gains. Et voilà, le but, hein, c'est de laisser ses stops et puis d'espérer que le marché continue sa petite lancée haussière, tout du moins jusqu'à ce soir, parce que ce soir, je ne sais pas si je resterai en pause. Voilà ce que je voulais vous dire sur le marche, sur le CAC 40, sur les actions, sur les cryptos. Donc moi, je vais juste faire un petit aparté sur les cryptos. Moi, j'ai conservé uniquement des BNB, c'est-à-dire que j'ai que des BNB et puis j'ai un petit peu de Bitcoin, mais je vais vous expliquer. Les Bitcoins, je les ai pris par l'intermédiaire de Grayscale Bitcoin Trust. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que Grayscale Bitcoin Trust? C'est tout simplement, on pourrait considérer ça comme un tracker ou un fonds. En fait, c'est une société qui n'a donc le fonds GBTC, c'est un fonds où ils n'ont que des bitcoins à l'intérieur de ce fonds. Donc si vous achetez cette action, en fait, bah, vous achetez indirectement du bitcoin. Et pourquoi j'ai choisi ça? D'abord parce que c'est beaucoup plus liquide au niveau des achats-ventes, parce que ça me permet de rester sur la même plateforme, d'une part. D'autre part, comme vous le savez, je vous encourage très très souvent à faire des graphiques comparatifs. Vous voyez, il suffit d'aller, si vous êtes sur Zone Bourse, hein, d'aller sur graphique et puis ensuite vous cliquez sur graphique comparatif et il suffit de mettre ici une valeur que vous souhaitez comparer à GBTC, notamment là. Et donc là, j'ai mis Bitcoin et là, vous voyez que vous avez sur ce même graphique superposé le Grayscale Bitcoin Trust et le Bitcoin en dollars. Donc, sachant que le Grayscale Bitcoin Trust, c'est aussi coté en dollars. Donc, quand on fait le comparatif, on voit que depuis 2020, bah, quand on regarde, si vous regardez bah, les cours n'ont fait que de suivre tout simplement les cours du Bitcoin. Hein, le Grayscale, l'action Grayscale suit complètement les cours du Bitcoin. Quand le Bitcoin est haussier, on voit d'ailleurs que la courbe rouge du Bitcoin a tendance à superformer la plupart du temps, à superformer le Bitcoin. C'est-à-dire que on va dire qu'il y a une prime sur Grayscale. On va dire que les gens ont tendance à payer beaucoup plus le, le Bitcoin que Grayscale dans les faits, mais que souvent on a quand même l'effet inverse. Et donc il y a, on va dire, des moments où les choses se retournent. Mais là, ce qu'on regarde, c'est que en fait l'écart n'a jamais été aussi important entre Grayscale qui est en noir, qui a beaucoup plus baissé que le Bitcoin, ce qui veut dire qu'il y a une psychologie baissière sur le Bitcoin aujourd'hui qui est indéniable. On voit qu'il n'y a pas besoin de faire de l'analyse graphique à haut niveau pour voir que le marché s'est retourné, que le Bitcoin est passé baissier, mais que faut savoir que ce sont des choses qui se retournent très vite. Donc moi, je vous encourage plutôt, alors à ceux qui ont eu des gros bénéfices à prendre une partie de leurs bénéfices, voire la totalité, voire de complètement sortir si vous avez gagné beaucoup. Il y a longtemps que vous auriez dû sortir d'ailleurs. Maintenant, dans les faits, là aujourd'hui, en fait, quand on achète, moi j'ai acheté du Bitcoin par là, mais très très peu. Et puis j'en ai racheté un petit peu, je crois, voilà, par ici. Donc en gros, effectivement, j'ai encore des gains, effectivement, mais j'ai très peu d'argent dessus. J'ai pas, comme je croyais pas à l'époque, autant que je crois aujourd'hui aux crypto-monnaies, euh, à l'époque, j'ai pas acheté en,
DCA, parce que normalement, en fait, on achète par ici, puis après, quand le marché monte, on peut acheter, acheter là, acheter là, acheter là, acheter là, ça redescend un petit peu, ben on arrête un petit peu d'acheter, voire on se dit tiens ici il y a une zone, on peut peut-être acheter là ou pas. Et puis quand le marché remonte, puisqu'on a déjà bien acheté, on attend un petit peu, puis on casse les plus hauts, ben, on peut continuer à racheter. Normalement on devrait plutôt rester prudent hein, sur des zones pareilles, mais éventuellement pourquoi pas racheter là, puisque le marché est bullish, on y va, ben, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que indirectement, quand le marché passe baissier, il faut faire un prix moyen de tous vos achats qui ont été faits pendant toute cette période qui a duré, on va dire, un an. Et il ne faut pas sortir perdant. Et quand le marché, quand on sent que, par exemple ici, quand on sent que ça va mal, ici, eh ben on vend, ici on vend, puis encore ici on vend, et puis voir on n'a plus rien, parce qu'en fait, si vous faites la moyenne de tout ça, il faut qu'il vous reste quelque chose. Donc les plus grosses ventes ont dû se réaliser ici, ici aussi, et puis là, on liquide le reste de sa position, quitte à racheter plus tard. Mais au moins, si vous faites la moyenne de ça et ça, il vous reste, si possible, plus de la moitié de ce que vous avez gagné. Parce que dans les faits, jamais vous allez acheter, je vais vous redessiner le truc, mais jamais de la vie, vous allez acheter ici et puis vendre ici. Jamais. Vous ferez ça peut-être une fois dans votre vie, mais par pur hasard, par pure chance, mais jamais vous achèterez là et jamais vous vendrez là. Donc en gros, la technique que je vous ai donnée là d'acheter en DCA puis de vendre, c'est aussi une technique qu'on appelle accumulation distribution. Donc vous accumulez un actif et puis à un moment donné, quand vous êtes plein jusqu'à la gueule, quand vous voyez qu'il y a des signes de faiblesse, eh ben vous relâchez du papier, tout simplement. Ben, sur le Bitcoin, sur les cryptos, c'est la même chose. Ce que je voulais dire aussi sur les cryptos, c'est que en fait, il y a tellement de cryptos de malades, des cryptos de dingue, que je pense qu'il faut, dans votre portefeuille, il faut faire aussi des allocations d'actifs. Alors, des allocations d'actifs, vous les faites dans les actions, on l'a vu tout à l'heure. Si vous avez de l'immobilier, c'est pareil. Vous allez faire des allocations d'actifs dans l'immobilier, dans différents quartiers, pourquoi pas dans différentes régions de France, pourquoi pas de l'immobilier, comme je vous l'ai montré, par la bourse, avec de l'immobilier aux États-Unis, en France et pourquoi pas ailleurs. Sur les cryptos aussi, il faut faire des allocations d'actifs, mais je pense qu'il ne faut pas plus d'une dizaine de lignes. D'acheter 50 cryptos, ça n'a pas de sens. Il y a plein de merde dans les cryptos, donc acheter des cryptos qui ont du sens, et il n'y en a pas tant que ça finalement quand on regarde dans les faits, quand on s'intéresse aux cryptos. Moi, vu que j'ai un petit peu pris position de me dire j'attends pour acheter plus bas, et ce que j'ai, je le garde. Pour l'instant, j'ai donc la moitié de ma ligne qui est en BNB. Donc, BNB, c'est quelque chose qui tient la route, hein. C'est la troisième capitalisation d'ailleurs en termes de crypto-monnaie. Mais vous avez aussi donc le Bitcoin hein, en suspens, mais que j'ai acheté de par Grayscale parce que je l'ai pris sur une société, hein, puisque j'ai aussi plusieurs sociétés, donc ça me permet de pouvoir diversifier aussi mes actifs au sein même d'une société. Et donc voilà ce que je voulais dire sur les cryptos. Je rajouterai un dernier élément avant de vous quitter, les amis. Je pense que d'avoir aujourd'hui un petit peu d'or, bah, ça tient la route, hein, ça a du sens. De l'or, et je parlerai de l'or, même de l'argent aussi, hein. Moi, je préfère avoir de l'or, mais l'argent, c'est aussi quelque chose qui peut être très spéculatif et qui pourrait se retourner dans les prochains mois, les prochaines années, qui sait. Mais on va plutôt parler d'or parce que, en général, les gens, on va leur refuge
ne jure que par ça. Et donc moi je vous conseille, alors l'or, de part des mines d'or, pourquoi pas, mais il faut bien les sélectionner. Prenez pas non plus n'importe lesquelles. Donc les mines d'or, ça a du sens. Mais achetez, si vous voulez acheter de l'or 24 carats. Achetez du lingot, achetez voire les Asiatiques achètent des bijoux en or 24 carats qui se revendent au poids, au prix de l'or. Si vous allez en Thaïlande, à Taïwan, etc., vous pouvez acheter de l'or au prix du marché et vous pouvez le renégocier à tout moment. Donc moi voilà, je vous conseille pourquoi pas d'avoir un petit peu d'or aussi en portefeuille et plutôt même de l'or physique. Alors suivant les quantités que vous pouvez stocker, parce qu'il ne faut pas se la faire voler. Le problème de l'or, c'est de pouvoir la stocker en sécurité. Donc, suivant vos capacités à stocker votre or, un petit peu d'or, voilà, ça a du sens parce que, bon, dans la vie de tous les jours, moi, j'ai vécu beaucoup de périodes euh, où j'ai rencontré des gens ici ou là, et j'ai vécu une période de ma vie où j'ai beaucoup fréquenté les réfugiés politiques qui venaient du Laos, du Vietnam, du Cambodge, etc. Et beaucoup m'ont raconté des choses complètement hallucinantes, stupéfiantes, qui vous mettront les larmes aux yeux. Donc je ne vais pas vous raconter ce que j'ai entendu. Et quand il y a autant de gens qui vous racontent la même chose, on ne peut que imaginer que ce soit vrai. Mais beaucoup de gens ont sauvé leur peau grâce à des bijoux en or, grâce au fait qu'ils étaient en possession de quelques grammes d'or. Et ça leur a sauvé la vie. Ça leur a permis de pouvoir quitter leur pays, de pouvoir payer des passeurs, de pouvoir vivre réfugié dans un pays où si vous apportez pas quelque chose, on vous refoule. Et puis ensuite de pouvoir passer dans des pays comme la France, le Canada, l'Australie, etc. Et d'aspirer à une vie meilleure avec un petit capital qui était simplement quelques grammes d'or qui permettent d'améliorer effectivement les choses. Donc, de par cette expérience, d'avoir un petit peu d'or, 24 carats, hein, je ne vous parle pas de l'or pourri là, de 18 carats que vous achetez en bijouterie, voire du 7 carats, non, du 24 carats. L'or 24 carats, dans n'importe quel pays, vous allez voir des Chinois, une petite bijouterie chinoise, ils vont vous la racheter au poids. Voilà. Alors que l'or 18 carats, ça vaut pas un caramel, quoi. Vous allez en tirer 3 francs 6 sous, ça vous permettra pas de quitter le pays, hein, moi je vous le dis, si quelque chose devait arriver. Voilà, donc je vous ai fait un petit speech sur le changement de paradigme. Et ben moi personnellement, je ne change pas de paradigme, je conserve ma politique d'investissement. J'ai insisté sur les allocations d'actifs. C'est très important d'avoir un portefeuille diversifié, mais pas trop. Comme vous avez vu, regardez mon camembert, il n'est pas super diversifié plus que ça. Et puis voilà, donc ben, on verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines, les prochains mois, les amis. En tout cas, toutes les semaines, je vous alerte sur mes petits changements. Et puis si changement de paradigme il y a, ben, vous serez alerté. En tout cas, eh bien, bonne fin de journée. Il est 15h06. Bien, voilà, il est toujours temps de faire un signal d'achat si besoin. À très bientôt.